Fatih Ben Slama, pourquoi la psychanalyse? Des gens qui rencontrent une discipline, une pensée, quelque chose qui est en eux-mêmes, qui fait qu'ils se portent vers cette pensée ou cette discipline. Mais c'est souvent aussi quelque chose qui est le fruit du hasard, de la contingence, ce qu'on appelle la contingence. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui ne peut pas être seulement par une sorte de nécessité comme ça. Moi, j'ai rencontré la psychanalyse à Tunis, j'avais 19 ans. Je me promenais dans la médina de Tunis et chez un marchand qui vend des livres anciens et des meubles anciens. C'était pas loin de la rue Zakhoun, Fitouns. Et j'ai trouvé un livre par terre qui n'avait pas de couverture. Je l'ai regardé et c'était l'interprétation des rêves de Freud, qui est le livre majeur de Freud, traduit par Mostafa Safouane. Et lorsque j'ai lu ce livre, eh bien, je peux dire que mon monde a basculé. D'abord, tout de suite, j'ai su que c'était ça que je voulais. C'est la psychanalyse que je voulais faire. Et ensuite, je crois que ça a été dans ma tête une révolution à la fois dans mon existence de quelqu'un qui sortait de l'adolescence. C'était à Tunis dans les années 70. Tunis dans les années 70, il n'y avait pas de référence à la psychanalyse. J'ai su à l'école, au lycée, à la classe terminale, ce que c'est qu'un peu, d'une manière scolaire, l'inconscient. Mais là, ça a été le choc, vraiment un choc éblouissant, parce que tout d'un coup, ce qui n'était pas compréhensible, pas rationnel, et c'est clarifié, est devenu vraiment, c'est une autre rationalité, la rationalité de l'inconscient, et qui ouvrait tout d'un coup la possibilité pour moi de comprendre un certain nombre de choses qui étaient en moi, de ma vie d'adolescent à cette époque-là, mais aussi beaucoup de choses que je voyais dans la société dans laquelle je vivais, qui était une société à ce moment-là, disons, sortait du colonialisme. C'était une société qui petit à petit émergeait au monde moderne, au sens fort du terme, c'est-à-dire je fais partie de la génération quand même qui est entré dans un enseignement tunisien, mais aussi c'est une période très difficile, parce que c'est à ce moment-là qu'ont commencé les problèmes, disons, identitaires, sur les questions de l'identité. Bon. Et ce que l'interprétation des rêves de Freud m'apportait, c'était vraiment la possibilité d'une exploration de ce que nous appelons l'inconscient à travers le rêve. Et c'était pour moi un éblouissement. Moi, je connaissais, dans ma famille, mon père avait la pratique de l'interprétation des rêves. On la faisait, on avait les grands livres de Ibn Sérine à la maison, utilisait ce livre, et parfois il nous interprétait, on s'amusait à lui donner nos rêves, qu'il nous interprétait. Et puis après, j'ai lu le livre de Ibn, c'était devenu une pratique pour moi assez courante. Donc il y a d'une certaine manière intérêt pour le rêve, pour ce qu'on appelle la vie intérieure finalement. Mais je dirais, lorsque j'ai lu le livre de Freud, ce livre, le livre de mon père, est tombé. Parce que je me suis aperçu que, d'une certaine manière, l'interprétation des rêves traditionnels était finalement en elle-même un rêve qui a besoin d'être interprété. Or, ce que Freud amenait était d'une telle puissance rationnelle, rationalité de ce qu'on appelait l'irrationnel, mais qui n'est pas assez rationnel que ça, c'est une autre rationalité, que, évidemment, c'est pas seulement d'ailleurs ce livre-là, mais c'est tout le monde de la tradition qui, pour moi, basculait définitivement. Tout d'un coup, j'avais une vision du monde dans lequel je vivais
comme un monde qui rêve encore, qui est somnambulique finalement, et que j'avais là tout d'un coup je me réveillais, voilà, c'était ça, c'était le réveil. Et puis je suis parti, j'ai décidé au bout de je crois, au bout de 2 ans, j'ai décidé de partir, puisqu'il n'y avait pas d'enseignement de la psychanalyse en Tunisie, il n'y avait pas de psychanalyste. Et je suis parti avec l'idée pour moi de faire de la psychanalyse l'objet de mes études et un métier. Et pendant des années en France, donc je me suis formé à la psychanalyse, sans penser que un jour j'allais revenir avec la psychanalyse pour examiner un certain nombre de problèmes qui se posent dans le monde d'où je viens, le monde arabe, la Tunisie, c'est-à-dire les problèmes qui sont apparus par la suite, les mouvements religieux, les questions de l'identité. Et même, je ne savais même pas que j'allais, par exemple, m'intéresser à ce moment-là, du point de vue clinique, c'est-à-dire du point de vue de la pratique, aux migrants qui vivaient ici et qui étaient, il faut le savoir, dans les années 70, c'était des gens quasiment inexistants. Ils existaient dans la société française comme des gens qui travaillaient, qui rendaient des services extraordinaires, mais ils étaient absents de la vie sociale, et quand ils tombaient malades, eh bien, on les soignait un peu et puis on les renvoyait chez eux. C'était des ouvriers célibataires qui, quand j'ai commencé à faire mon stage à l'hôpital psychiatrique, quand ces ouvriers avaient vraiment des problèmes très sérieux, déliraient ou bien manifestaient, avaient des manifestations, manifestaient des symptômes inquiétants du point de vue psychiatrique, eh bien on les gardait quelques jours et puis on les renvoyait chez eux pour se soigner. C'était ça. Bon. Les migrants en France dans les années 70, c'était le problème des marchands de sommeil, parce que évidemment c'était des gens qui vivaient dans des conditions absolument atroces, qui n'ont rien de comparable aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore dans la période du regroupement familial et de toute l'installation de la dimension sociale telle qu'on va la voir de l'immigration. Et donc, au début, j'ai commencé petit à petit, mais avec réticence. Parce que moi, je voulais échapper un peu. Je voulais vraiment être dans une sorte d'universalité de la psychanalyse. Et pendant quelques années, j'ai fait ça, et c'était bien d'ailleurs que je le fasse, que je m'inscrive tout simplement comme quelqu'un, comme n'importe quel homme de n'importe quel pays qui s'intéresse à une discipline. Voilà. Mais petit à petit, donc, ma pratique s'est d'abord intéressée aux migrants dans les banlieues. Et donc, j'ai commencé à utiliser ce que j'ai appris, après avoir fait une analyse moi-même, parce que c'est ça, la psychanalyse, c'est pas seulement une discipline, un savoir qu'on va appliquer sur les autres. La discipline, c'est d'abord une recherche sur soi-même, une recherche qui vise l'inconscient et qui n'applique pas un savoir. Le psychanalyste n'est pas quelqu'un qui a tout compris de son patient et qui cherche à appliquer sur lui ce qu'il a compris. Un psychanalyste apprend de son patient, parce que la supposition fondamentale de la psychanalyse, c'est que le sujet, chacun d'entre nous, a un savoir de ce qu'il est, de sa névrose ou de sa maladie, si c'est une maladie plus grave que la névrose, et que c'est ce savoir-là auquel la psychanalyse va lui donner accès. Et donc, le psychanalyste n'est pas quelqu'un qui applique, comme par exemple un psychiatre, des catégories ou... alors bien sûr, quand quelqu'un vient voir un psychanalyste, il a l'assentiment que le psychanalyste sait des choses. Bien sûr, il le sait. Il sait beaucoup de choses, puisqu'il a travaillé sur lui-même, mais il a des travaux, une connaissance qui s'est constituée. Mais, justement,
cette connaissance, il doit l'oublier. Il doit l'oublier parce que le but, justement, c'est de ne pas imposer cette connaissance à la personne qu'il a en face de lui, mais de donner la possibilité en face de lui, ou qui est allongé, s'il y a un divan, ou s'il y a une pratique du divan, parce qu'il peut y avoir de la psychanalyse sans que quelqu'un soit allongé, mais Freud a pris cette technique pour des raisons très précises sur lesquelles on peut revenir, mais c'est de donner la possibilité à quelqu'un d'explorer par lui-même, par sa parole, en s'écoutant, en écoutant, en intervenant le moins possible, mais en orientant le travail, à dégager justement un savoir de lui-même sur quoi? Sur ce qui a déterminé sa vie à son insu. Puisque une grande partie de notre vie, eh bien, elle dépend des autres, de l'autre, d'une manière générale, et cet autre oriente notre vie selon son propre désir, ou ses désirs. Et pendant une longue période, et c'est la caractéristique de l'enfant humain, contrairement à d'autres animaux, c'est que l'enfant humain a une longue enfance, eh bien, sa dépendance à l'autre fait que il est pris dans le désir et dans le sens que lui impose l'autre. Il ne lui impose pas nécessairement d'une manière par la contrainte. Il lui impose à travers l'amour, justement. Ce qu'un père ou une mère impose à travers l'amour pour son enfant, pour ses enfants, eh bien, il y a une dimension qui est consciente, mais il y a une grande partie qui est inconsciente. Bon. Et donc, nous entrons progressivement dans la vie en étant conditionnés par les choix que d'autres ont fait pour nous. Et ces choix sont parfois des choix qui comportent une dimension névrotique dont nous héritons. Nous sommes les héritiers. Les héritiers d'une histoire qui commence longtemps avant, parfois sur plusieurs générations, n'est-ce pas? Et que nous assumons, que nous portons, en partie, nous le savons, et une partie à notre insu. Et c'est cet insu qui nous conditionne, auquel nous essayons d'avoir accès pour comprendre de quoi nous sommes faits. Et la grande thèse de la psychanalyse, et ça se vérifie, c'est que la part inconsciente de notre vie est beaucoup plus importante. Et dans des proportions, je dirais, considérables, ce dont nous sommes conscients est une petite couche sur la surface de ce que nous sommes en vérité, dans notre vérité historique qui s'est constituée au fur et à mesure. Et donc, à travers le processus de la parole et de l'émergence de l'inconscient, nous pouvons accéder petit à petit à ceci qui est essentiel, c'est que nous avons été parlés avant de parler. Et justement, nous allons accéder à cette parole qui se parle, qui a été parlée à notre insu. Et cet accès permet de dénouer un certain nombre de problèmes, mais aussi, surtout, nous permet de choisir, de faire des choix. C'est-à-dire de ne plus rester complètement avec le choix des autres, de ce que les autres ont fait pour nous. Donc nous pouvons à ce moment-là réorienter d'une certaine manière notre vie dans la direction qui correspond le mieux à ce que nous sommes. Beaucoup de gens vivent dans une dissonance avec ce qu'ils veulent être et veulent faire. Et tout le travail de la psychanalyse est justement de restituer à quelqu'un cette possibilité-là. La psychanalyse est une avancée dans la civilisation, dans la reconnaissance de la dimension tout à fait individuelle et collective. Parce que la psychanalyse n'est pas seulement quelque chose d'individuel. Puisqu'en ce moment même, je parle une langue, cette langue, elle
elle appartient à une collectivité humaine. Là, je parle en français. Et si je parle en arabe, elle appartient à une collectivité. Les mots que je vais utiliser ont une histoire, etc. Et donc, pour la psychanalyse, il n'y a pas l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. C'est une distinction qu'on peut faire comme ça, mais l'inconscient est à la fois individuel et collectif. Ce qui fait, par exemple, que je suis à la fois quelqu'un de singulier, mais en même temps, je suis un arabe, un tunisien, eh bien, ça s'est fait par la langue maternelle, qui est le fait majeur de ce qui m'a constitué. Et donc, derrière cette langue, il y a une mémoire, des mémoires, des généalogies, il y a une culture à travers laquelle ma singularité s'est constituée, puisque elle me devance, elle est avant moi. Et jusqu'à la fin de ma vie, cette langue maternelle va continuer à me travailler, et tout ce qui concerne cette collectivité, cette communauté humaine première, va continuer à vibrer en moi, même quand je pense que je me suis éloigné, et même, surtout, quand je m'éloigne, c'est là que elle devient, je dirais, même lancinante, très présente. Pour moi, la psychanalyse, c'est pas seulement un savoir que j'utilise comme ça, par rapport à ce que... ou une théorie, c'est une théorie, mais je dirais que cette théorie, je l'ai réinventée pour moi, pour mon propre compte, et lorsque je rencontre des patients, eh bien, je la réinvente de nouveau avec eux, dans leur vie, dans leur existence. C'est pour ça que c'est quelque chose de très particulier, qui diffère d'autres formes de connaissances. Et c'est une connaissance très sophistiquée, qui a poussé très loin l'exploration de ce que nous appelons humain. Et de ce fait, elle a permis, je crois, de reconnaître des aspects de ce que nous appelons l'humain qu'on ne connaissait pas avant, ou qu'on connaissait sur un autre mode, par exemple à travers la littérature. Parfois, ça peut rencontrer des aspects que les mystiques ont déjà connus, mais dans la mystique, c'est accroché à l'idée d'un savoir qui est lié à Dieu. Alors que la psychanalyse, il n'est pas nécessaire qu'on soit athée, contrairement à ce qu'on dit, mais on suppose que, tout simplement, que le savoir que nous avons n'est pas un savoir divin, mais un savoir tout à fait humain, et un savoir qui se renouvelle chaque fois pour chaque humain. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si chaque homme était à lui-même toute l'espèce humaine. Et ça recommence. Alors, on peut dire que ça, bon, c'est divin. Moi, ça ne me gêne pas, ça. Mais je n'ai pas besoin de cette hypothèse-là pour permettre à ce que quelqu'un explore son humanité et comment, à un moment donné, il se reconnaît comme appartenant à une collectivité, appartenant à une espèce humaine, mais à travers sa propre, je dirais, sa propre histoire, sa propre maladie, parce que la maladie est ce qui, quand même, nous sommes tous malades de notre existence. Nous y prenons racine dans la maladie, notre maladie, puisque l'existence c'est une... même lorsqu'on est heureux, elle a une contrainte. C'est une contrainte. Vivre est à la fois un plaisir, un bonheur, une jouissance, mais en même temps c'est une contrainte. Et cette contrainte, au fond, il y a une partie de nous-mêmes qui l'accepte à moitié. Elle est très difficile. Et on voit bien, à la première occasion, c'est un peu se déchaîner. D'ailleurs, on peut refuser ces contraintes-là, ou tenter de les refuser.
la définition que donne la psychanalyse de la maladie, c'est un compromis. Si je développe tel symptôme, mon symptôme est un compromis entre des exigences contradictoires. C'est une solution de compromis. Entre les exigences pulsionnelles, qui sont parfois d'une sauvagerie très grande, et les exigences de la civilisation, de la société, et le symptôme est un compromis. Voilà la grande, par exemple, théorie de la psychanalyse, c'est que le symptôme que nous avons, c'est-à-dire ce dont nous souffrons, comme étant quelque chose qui nous entrave, eh ben, c'est un compromis que quelqu'un a trouvé. Il a trouvé pour concilier à la fois les désirs qu'il peut avoir et le fait qu'il est un être qui vit dans une société et qui ne peut pas faire n'importe quoi. Et la psychanalyse, à partir de ce moment-là, puisque le symptôme est considéré comme une solution de compromis, comme une invention de quelqu'un, hein, si par exemple je suis atteint de névrose obsessionnelle, que je dois me laver les mains tous les jours, enfin plus que tous les jours, 10 fois par jour, 15 fois, 20 fois, et donc je suis atteint de quelque chose de compulsionnel. Ce symptôme est une solution de compromis entre deux choses, entre des désirs en moi qui visent l'impureté, un désir inconscient qui veut l'impureté, et puis quelque chose d'insupportable de cette impureté, duquel je veux me débarrasser. Et donc c'est une solution de compromis. Pour la psychanalyse, donc, on ne peut pas faire disparaître le symptôme comme ça. Si vous enlevez à quelqu'un son symptôme, puisque c'est une solution de compromis, puisque c'est une invention qu'il a trouvée pour répondre à quelque chose, à une urgence, hein, qui est l'urgence de son désir, de ses pulsions. Si vous lui enlevez ça, eh ben, il va inventer un autre, tout simplement. L'enfant qui urine dans son lit et qui ne veut pas se réveiller ou attend, ou qui... Bon, ben, lui aussi, c'est une solution de compromis qu'il a trouvée. S'il vous lui enlevez ça trop vite, sans comprendre ce qu'il y a derrière ça, sans que lui puisse comprendre quelque chose, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui va apparaître, qui est encore parfois plus grave. Bon. Donc, la psychanalyse respecte le symptôme. Elle ne sait pas le supprimer par un traitement, par exemple. Elle essaie de voir ce qu'il peut y avoir derrière et donner la possibilité à un sujet, à un homme, à une femme, à un enfant, d'arriver à comprendre à quelle impossibilité ça répond, à quel conflit ça répond, et c'est à ce moment-là qu'il peut s'en passer. C'est ça l'optique, c'est que ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons parce que nous le faisons à travers des choix, et ces choix, il faut les respecter, et même lorsqu'ils sont dérangeants, avant de pouvoir éventuellement s'en passer.